Torah et Société est consacré cette semaine au nouveau livre du grand rabbin de France, N'oublions pas de penser la France, qui sort demain aux éditions Stock. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Naissance d'une Europe politique, état de la laïcité, montée des extrémismes, rôle des communautarismes, engagement du citoyen et limites de la démocratie, crise financière, explosion de la précarité, évolution des mœurs, la place de l'écologie, à l'aube de l'élection présidentielle et en ne perdant jamais de vue une réflexion qui court au-delà du mois de mai 2012, vous répondez aux questions de 12 intellectuels français venus d'horizons divers et vous portez un regard de citoyen, de philosophe, mais aussi de grands rabbins de France sur de nombreuses questions sociales, éthiques, religieuses et politiques. Ont contribué à ce projet Alexandre Adler, Monique Atlan, Pierre Bouretz, Éric Conan, Roger-Paul Droit, Julia Kristeva, Pierre Manant, Étienne de Montetti, Pierre Nora, Paul Thibault, Nicolas Veil et Michel Zawi. Comment est née, Gilles Bernheim, l'idée de ce livre ? L'idée m'a été suggérée le jour de Noël, ou la veille peut-être, par un ami assez intellectuel et curieux des choses de la communauté juive et de la société française, me disant vous devriez répondre à un projet comme celui-là, à savoir être interrogé, mais à partir d'une posture morale, sur le type de société qui se dessine à l'aube de cette élection présidentielle, et donc quel espace social, quel espace de valeurs nous souhaitons, français, accessoirement juifs, accessoirement grand rabbin de France, habiter. Quelles sont les questions qui se posent à vous en tant que grand rabbin de France lorsque vous regardez cette société française en mutation, et le moment d'une élection présidentielle est toujours un moment de mutation, et répondre à des questions là-dessus. J'ai répondu, je me suis dit tout de suite, c'est un projet stimulant et probablement exigeant et certainement indispensable. Et donc, contact a été pris avec la maison d'édition Stock, avec laquelle j'ai travaillé ces dernières années, pour lesquelles j'ai fait 2 livres ces dernières années. Et le projet a immédiatement séduit et le responsable de la collection pour laquelle j'ai toujours travaillé et le PDG de la maison d'édition. Et donc, entre Noël et Nouvel An, une liste d'une douzaine d'intellectuels et journalistes a été dessinée, dressée, une quinzaine, et 12 ont répondu favorablement. Et dès le 1er janvier, les questions sont venues de ces 12 personnes qui avaient été retenues. Et questions auxquelles il fallait répondre dans un temps extrêmement court, ce qu'il importait que le livre sorte au plus tard le 1er mars, donc le 29 février. Et pour qu'un livre sorte le 29 février, il faut que les épreuves soient rendues propres au 1er février, et que le BAT suive. Bon, tiré. C'est donc sur ce laps de temps très court, entre le 2 janvier et la fin janvier, que des réponses ont été apportées à toutes ces questions et qui font l'objet de ce livre. Alors, on va en survoler quelques-unes. Les intellectuels qui vous interrogent s'intéressent beaucoup au fait de savoir à quel titre vous vous exprimez. Juif français, grand rabbin de France, philosophe, et surtout en quoi votre regard ou vos réflexions peuvent contribuer à faire avancer le débat de société. Et je voudrais d'abord rappeler une toute petite chose qui n'est pas anecdotique, avant de répondre à votre question. Il y a de cela peu de semaines, à l'occasion des vœux qui traditionnellement se font à l'Élysée auprès du corps religieux, le président de la République, comme l'année dernière, a tenu à s'adresser d'abord à ses interlocuteurs, à ses visiteurs. Et il a remercié le cardinal 23 qui a sorti au cours du mois de janvier un livre aux éditions Pocket qui est approximativement intitulé à quelle valeur aspirons-nous ? Quelles sont les valeurs de la société auxquelles nous aspirons ? Lui, en tant que catholique et représentant du catholicisme français. Il le remerciait d'abord parce que ce livre
lui avait été adressée. Il en trouvait le projet, l'intention à la fois riche et généreuse. Et donc il s'adressait à tout le corps religieux en disant qu'il était important que les courants religieux et les représentants des courants religieux donnent à penser, à l'occasion de cette élection, mais pas seulement, l'élection est un prétexte, c'est un moment de mutation, bien sûr, mais ouvrent le débat, ils participent, réfléchissent aux questions de société, et ce, dans un langage qui soit audible pour tous les citoyens. Je dois dire que ce propos n'avait pas lieu d'être entendu par moi à cet instant, puisque le projet était déjà en cours, mais et c'est là que je réponds à votre question, c'est d'abord en tant que citoyen juif, et accessoirement grand rabbin de France, que je réponds à ces questions. Quand je dis d'abord en tant que citoyen, parce qu'il importe non pas, et je le dis très fort, de décliner une idéologie en réponse à des questions posées. De dire pour quel candidat on va voter ou à quel parti, de quel parti on est proche. Pas du tout. Rien ne transpire dans ce livre de quelque proximité idéologique ou politique avec tel ou tel. Non, il s'agit de s'arrêter un instant et de réfléchir. Autrement dit, non pas simplement de voter, mais d'avoir réfléchi avant. Et comment peut-on réfléchir, sinon en s'étant posé de bonnes questions? Et comme je ne peux pas me poser des questions à moi-même, il importe que des Français, que vous avez qualifiés d'intellectuels, et c'est vrai, la majorité d'entre eux ne sont pas juifs, quelques-uns le sont, on sait que les juifs sont souvent des intellectuels, donc on n'y échappe pas, hommes comme femmes, médias, universitaires, penseurs de la société, dans des domaines différents. Ça peut aller de l'histoire à l'économie, à l'éthique médicale, donc des gens qui ont des degrés d'expertise différents, vous interpellent et vous demandent, vous, en tant que Français juif et au titre de grand rabbin de France, qu'est-ce que vous avez à dire, mais pas pour l'élection, bien au-delà de l'élection. Autrement dit, est-ce que votre réflexion peut contribuer aussi bien au niveau du corps électoral pour l'élection qu'au niveau des politiques, des penseurs, de ceux qui réfléchissent sur le devenir de la France? Est-ce que votre réflexion peut contribuer à un enrichissement? En tous les cas, c'est à cette démarche que j'ai contribué et c'est à ce souci que j'ai essayé de répondre. L'une des personnes qui vous interpelle se pose, et c'est un peu surprenant de sa part, la traditionnelle question de la double allégeance des Juifs de France, notamment vis-à-vis d'Israël, mais aussi comment définir un Juif aujourd'hui sans parler de la Shoah. Impossible. Et pour autant, la Shoah n'est pas une religion. L'identité juive se définit aussi avec la Shoah. Cette dernière est partie prenante de la constitution de notre identité juive, parce que plus rien n'est comme avant, mais en même temps, il n'est pas question de faire de la Shoah une identité, autrement dit, l'identité de la mémoire ou l'identité d'Israël, qui sont l'une comme l'autre, Israël et la Shoah, constitutifs de, mais pas une identité en soi qui se suffirait à elle-même. Et vous devinez qu'en tant que rabbin, j'ai beaucoup d'autres choses à dire et à penser pour construire cette identité juive. Maintenant, j'ajoute une chose. C'est que cette question m'a surpris, d'autant qu'elle venait d'un intellectuel qui est un philosophe de réputation. Et j'étais assez surpris par ce cliché, cette question de la double allégeance. Est-ce que l'on poserait cette question à des descendants d'Arméniens qui vivent en France ? Autrement dit, vivent-ils sur le mode de la double allégeance à la France et à l'Arménie? Et il y a beaucoup de Français d'origine arménienne qui cultivent une mémoire très forte, notamment de ce qui s'est passé au début du XXe siècle à l'occasion du génocide. Mais j'ajoute une autre chose. Il y a en France des gens qui sont d'origine portugaise, espagnole, italienne, polonaise, qui ont parfois la double nationalité. La question ne leur est jamais posée. Donc cette question de la double allégeance Israël-France, pour quelqu'un qui est originaire du Portugal, son cœur est au Portugal. Et pourtant, il est français, participe de la vie française et contribue à l'enrichissement, que ce soit économique, que ce soit culturel ou autre, de la France. Donc cette question n'a pas lieu d'être. Il s'agissait non seulement de le dire, mais aussi de le justifier de manière un peu plus subtile que je ne le fais à l'instant à l'antenne.
Alors que tous les candidats à l'élection présidentielle sont désormais connus et que l'un des thèmes de cette campagne porte sur le rôle des immigrés dans la société française, vous avez répondu à une question sur ce que dit la tradition juive du rôle de l'étranger ou de l'immigré. Oui, au départ, la question qui m'était posée, et elle n'est pas la route en France, était de définir qu'est-ce que pour vous, juifs, un étranger, selon la tradition biblique. Or, il est évident que lorsque l'on parle de l'étranger dans la tradition biblique, et ses commentaires rabbiniques, l'étranger, c'est celui qui n'est pas juif. Et parler en France de celui qui n'est pas juif pour définir l'étranger susciterait une incompréhension totale, et je dirais par ailleurs une contradiction définitive. Non, l'étranger, ses droits et ses devoirs, à ne pas confondre avec l'immigré. Et cette question est importante parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une confusion dans l'esprit de beaucoup de gens entre l'étranger et l'immigré. Et que dans l'esprit des Français de souche, et dans l'esprit de ceux qui sont issus de l'immigration, très souvent se confondent les termes de droit et de devoir. Les uns parlent du devoir d'être français, des devoirs auxquels quelqu'un qui veut devenir français ou qui est français est désormais astreint, et les autres parlent de la liberté à disposer de leur identité d'origine, nourricière de l'identité française. Tout cela reste à vérifier, en tous les cas à justifier, et dans la réponse que j'ai accordée à cette question, que j'ai apportée à cette question, il m'appartenait de bien délimiter, selon la tradition juive, en tant que Français, les droits et les devoirs différents chez les immigrés et chez les étrangers. Et je pense que la richesse d'une pensée religieuse ne dépend pas que de sa force de conviction, mais aussi de la capacité qu'elle donne à penser à des gens qui ne sont pas juifs. Et que jamais cette religion n'apparaisse comme hors du monde, étrangère, donc distante de ce que sont les citoyens français non juifs. Sur la laïcité, vous écrivez que de l'articulation entre les différentes religions présentes en France et d'une laïcité comprise comme un lien public assez solide pour y arrimer les multiples destins privés dépend que nous pourrons continuer d'être ensemble et avec nos différences, les citoyens d'un même pays, être hommes parmi les hommes. Évidemment, sachant que il y a de cela 25 ans, aucune des questions sur la laïcité ne m'aurait été posée si j'avais été grand-bain de France il y a 25 ans. Or, ce qui m'a saisi une fois de plus et ému, c'est l'importance accordée à la définition de la laïcité, à son usage, à ses limites, ainsi qu'à la question que vous venez de rappeler. Et plusieurs intervenants ont mis l'accent sur ce problème de laïcité, comme si c'était devenu l'enjeu central aujourd'hui pour le Français que nous sommes et pour l'élection présidentielle qui se prépare et pour la société française qui se construit sous nos yeux. Alors, je crois que l'on peut répondre à la question sur la laïcité de la même manière que l'on répond à la question souvent posée du communautarisme et la crainte d'employer le mot communauté comme si dès que l'on prononçait le mot communauté, cela suggérait un communautarisme, donc un enfermement, donc d'une distanciation d'avec la société civile. Une définition très simple. La communauté, c'est une interface entre le particularisme et l'universel, c'est-à-dire entre les valeurs particulières d'une culture ou d'une religion et l'universel, c'est-à-dire les valeurs de la société civile ou de la civilisation à laquelle nous appartenons. Et qu'est-ce que c'est qu'une communauté ? C'est ce lieu où l'on protège l'importance des valeurs particulières, par exemple de la religion juive, et où les valeurs de l'universel, c'est-à-dire de la société civile ou de la société globale, sont entendues comme une source à la fois d'enrichissement potentiel pour les valeurs particulières de la religion, mais aussi certaines valeurs
universelle de la culture générale, de la civilisation ou de la société civile dont il faut se prévenir ou se défendre par crainte de voir les particularismes religieux se fondre, se dissoudre dans l'universel. Nous rencontrons de vrais problèmes aujourd'hui dans la société, et Dieu sait si le gouvernement français nous y aide, et le président de la République y a mis tout son poids pour aider la communauté juive autour des problèmes de l'abattage rituel, de la shrita, en France, mais pas seulement en France, en Europe, au nom toujours de la laïcité, c'est-à-dire tout le monde pareil, pas de problème, il faut que les gens soient identiques, fassent la même chose, et que rien ne vienne troubler cet ordre public par crainte d'un particularisme qui viendrait défaire le lien social en France. Nous imaginons à qui les politiques font référence lorsqu'ils parlent de la sorte. Souvent pas aux juifs, mais nous en sommes les victimes collatérales. Autre thème abordé, c'est la psychanalyse. Et vous précisez, la psychanalyse et les religions ont la même visée, la liberté de l'homme par la connaissance de son origine et de sa fin. Et il m'est arrivé, écrivez-vous, de penser que le peuple déicide, ce n'était pas les juifs, mais les psychanalystes. À condition, mais il est évident que la question est posée par une personne qui est une universitaire, mais qui est aussi une analyste. Et qui donc s'intéresse à une sensibilité religieuse, s'intéresse beaucoup à la religion juive et à la religion chrétienne, sur ce que je sais d'elle ou ce que j'ai pu lire d'elle. Et lorsqu'elle suggère cet énoncé, la psychanalyse peut être déicide, elle veut simplement dire que la psychanalyse vous donne vos droits, c'est-à-dire vous aide à dessiner un espace de liberté dont vous êtes le sujet maître. C'est-à-dire que vous disposez d'une énergie, d'une mémoire, d'un droit à disposer de votre histoire. Souvent, les gens qui vont en psychothérapie ou en psychanalyse sont des gens qui sont habités par une autre histoire et qui ont l'impression que leur histoire leur échappe comme si d'autres décidaient à leur place. Et au travers de la cure analytique, ils redécouvrent des forces en eux qui étaient étouffés par une mémoire qui ne leur appartenait pas, donc leur est en quelque sorte petit à petit restitué leur propre mémoire, qui les rend aptes à disposer de ce qui fait leur force, leur droit sur cette mémoire, donc leur liberté, donc leur énergie en propre, et donc ils se libèrent de la tutelle d'histoires étrangères à eux. Ils deviennent leurs propres maîtres. Or, les monothéistes et les juifs, notamment, n'ont qu'un maître, c'est Dieu. Et à cet instant-là se pose la question de la contradiction entre suis-je sujet de mon histoire, mon propre maître, ou bien est-ce que j'obéis aux règles d'une histoire qui a été dessinée par un autre que l'on appelle Dieu et qui décline sous nos yeux l'histoire du peuple juif. Il est évident que cela constitue une contradiction. Cela ne met en rien à mal la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne se réduit pas à la seule définition que je viens de donner, et l'histoire juive, avec Dieu comme sujet de cette histoire, ne se réduit pas à la définition que je viens d'en donner. Mais la question est lourde de sens, parce que lorsque nous avons affaire à une élection, lorsque nous sommes à une élection présidentielle, et que nous avons des gens qui obéissent à des slogans, qui font ce qu'on leur dit de faire. Ils ne sont culturellement, politiquement, pas maîtres de leur choix. En quelque sorte, leur choix leur est dicté par d'autres et ils ne s'en rendent pas même compte. Autrement dit, est-ce que le juif est plus à même d'avoir une conscience lucide? Quand je dis le juif, ça peut être le chrétien, ça peut être celui qui est agnostique, ou le musulman. Est-ce qu'ils sont plus à même, en cherchant leur liberté ailleurs, de ne pas subir l'influence de la société ou l'influence environnante, ou bien est-ce que leur choix se fait à partir de critères qui sont hors la société? C'est ce que beaucoup craignent lorsqu'ils ont affaire à des juifs, des musulmans ou des catholiques pratiquants. C'est donc dans cet esprit-là que la question a été posée et que la réponse a été déclinée. En cette période de crise économique, on vous a posé la question de savoir si la tradition juive peut apporter des réponses ou des réflexions contre les inégalités économiques et sociales. Oui, là je ne saurais, à l'oral, c'est-à-dire à l'antenne, rappeler les ébauches de réponses. Je ne suis ni un financier ni un économiste. Il y a des compétences qui m'échappent totalement. La formation de talmudiste et la formation de philosophe
me permettent d'épouser des préoccupations qui sont propres au Talmud, dans son langage de l'époque, mais très modernes si on sait les retraduire dans le langage de son temps, et la philosophie fait de moi un être curieux des problèmes du monde. Donc, il y a effectivement, dans la tradition rabbinique, et talmudique particulièrement, un principe qui est celui de la confiance collective. Autrement dit, si on court pour son compte, si l'on joue pour soi, si on prône les valeurs de l'individualisme et la réussite individuelle au détriment du lien social, de la réussite collective, du bien-être collectif qui exige un certain nombre de sacrifices pour certains, si l'on ne prend pas en compte les valeurs collectives et que l'on se contente de donner des recettes à l'échelle individuelle, il est évident qu'aucune pensée religieuse serait-elle n'a de réponse à la crise. Et donc j'ai essayé, en réponse à des questions, de retrouver dans la tradition talmudique ou dans la pensée juive des éléments de réflexion ou des éléments de réponse qui contribuent à restaurer cette confiance collective. Et là, je parle en tant que citoyen français, juif, et accessoirement rabbin. Quand je dis accessoirement rabbin, je veux dire par là que je ne suis pas le rabbin qui répond à des juifs qui se posent des questions à l'intérieur de la communauté. Je suis grand rabbin de France qui répond à des questions de tout citoyen pour que sa réponse soit audible par des juifs croyants ou non croyants et surtout par des Français qui ne sont pas juifs. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai préparé beaucoup de questions, mais on ne va pas avoir le temps de toutes les décliner. J'ai trouvé une question intéressante sur l'écologie, qui sera aussi un thème important de la campagne électorale, qui s'annonce. En quelques mots, quelle serait la vision juive de l'écologie ? Bon, vous évidemment dans le livre. Tous les rabbins, lorsqu'on leur pose la question, répondent qu'il y a un souci écologique dans la Bible, et que la nature n'appartient pas à l'homme, mais qu'elle appartient à Dieu, et qu'elle doit être restituée à Dieu en aussi bonne qualité qu'elle lui a été donnée. C'est vrai, à une condition, et je décline le même raisonnement, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas un culte de la nature. Et que s'il y a une mise en perspective à faire, c'est-à-dire une confrontation entre les intérêts de l'homme et les intérêts de la nature, très souvent le Talmud tranche pour les intérêts de l'homme au détriment des intérêts de la nature, tout en soulignant combien la préservation de la nature est quelque chose d'important, la qualité de l'air, des plantes. Est-il indispensable de rappeler ici le rôle de la Shemitah, de l'année shabbatique, du Yovel, de cette respiration de la terre, de Jérusalem qui était une ville extraordinairement écologique à l'époque du Temple, le Talmud le confirme. Donc, oui, il y a une dimension écologique dans la tradition juive qui est très marquée, mais toujours à condition que l'on ne cultive pas une religion de la nature qui se ferait au détriment de l'homme. Là-dessus, mon propos est extrêmement tranché. Alors, on ne va pas tout dévoiler de votre livre. On engage nos auditeurs à découvrir vos réponses sur ce qu'est un juif aujourd'hui, sur la bioéthique ou l'antisémitisme. Mais depuis l'écriture de ce livre, et plus précisément depuis le fait d'avoir posé par écrit vos réflexions sur la société française aujourd'hui, quelles seraient vos attentes suite à la parution de « N'oublions pas de penser la France », qui, je le rappelle, sort demain aux éditions Stock. Mon attente, elle prolonge des choses qui se sont déjà passées, qui se sont déjà déroulées dans le passé. À savoir une forme de désenclavement de la pensée juive par rapport à la société civile. Quand je dis désenclavement, c'est-à-dire que la pensée juive, la réflexion des juifs n'est pas réservée aux seuls juifs qui croient, pratiquent et étudient. Et très souvent, très souvent, dans la société civile, on ignore ce que pensent les juifs. On l'ignore plus on l'ignore plus, par exemple, que ce que pense l'Église. L'Église a plus d'exposition. La question n'est pas de savoir ce que sont les qualités des réponses. Mais l'Église s'expose plus par écrit et par oral. L'islam, pour des raisons diverses, peut faire peur et n'expose pas suffisamment sa pensée en des termes occidentaux, en se libérant de la tutelle de ce que d'aucuns appellent le fondamentalisme ou l'intégrisme. Les Juifs ne sont ni fondamentalistes ni intégristes. Mais en même temps, il y a un devoir d'exposition, de traduction. Il y a des universitaires juifs qui s'expriment
à l'oral, à l'écrit, et ce de manière remarquable, et dans l'esprit de la tradition rabbinique, et que nous n'oublierons jamais de leur dire toute notre reconnaissance, il importe aussi que l'institution rabbinique s'expose, qu'elle exprime, qu'elle écrive. Certains le font, mais insuffisamment encore. Et donc, il est normal, et je dirais indispensable, cela m'a été dit et répété inlassablement depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, et au travers de l'écriture ou de la réponse à ces questions, il m'a été dit, c'est indispensable en 2012 de s'exprimer sur des questions de société. Il est important de témoigner devant la société française que un juif qui respecte strictement la halakha n'est pas quelqu'un qui est en opposition avec la société républicaine et française. Que ce livre y contribue, que d'autres y contribuent par leurs paroles et leurs écrits, c'est évidemment mon souhait le plus cher, mais pas seulement le mien, celui de beaucoup de gens dans la société française qui attendent beaucoup des Juifs, et ce pour une raison très simple. Parce que si le peuple juif a traversé les siècles et les siècles sans se perdre, sans disparaître, et au contraire en enrichissant sa tradition et sa culture, c'est qu'il y a un secret. Et on ne peut pas dire simplement « nous avons un secret », qui est une marque de fabrication qui nous permet de durer. Il faut aussi s'exposer un peu et dire non pas de quoi notre secret est fait, mais à quoi il sert, c'est-à-dire en quoi notre richesse peut contribuer, peut-être un phare pour les autres nations, donc peut contribuer à l'enrichissement des citoyens français, donc de la France. N'oublions pas de penser la France. Le livre sort demain aux éditions Stock. Gilles Bernheim, merci, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.